Ce mannequin, comme tous les objets de cette série, a une histoire particulière. Son visage, qui semble dessiné par un enfant, est en réalité évocateur de sa réelle identité. Voici son histoire. Ce mannequin a servi de modèle pour un dessinateur fou, qui dessinait des portraits de cadavres dans diverses postures. La plupart de ces cadavres étaient morts de façon naturelle ou accidentelle. Mais il arrivait que le dessinateur faisait des portraits de personnes suicidées. Un jour, il dessina une fille de 13 ans qui s'était pendue. Habituellement, il dessinait les visages de façon réaliste. Mais là, il fit le choix de ne pas en dessiner du tout. La tête de la jeune fille était simplement surmontée d'une longue chevelure. Lorsqu'il termina son dessin, il le rangea et alla se coucher. Mais ce jour-là, contrairement à ses habitudes, il ne remit pas le mannequin dans une posture normale. Il l'avait tout simplement oublié. Cet oubli lui causa la mort. Il fut retrouvé pendu dans sa chambre, dans la même posture que le mannequin. Ce dernier avait désormais un visage, qui était également présent sur le portrait de la jeune fille. Le portrait fut rapidement brûlé, mais le mannequin est resté et est passé entre de nombreuses mains qui ont, elles, trépassé tour à tour. Depuis, le mannequin est resté dans la même position, pendu comme toutes ses victimes. Les poupées russes, ou matrioshki, sont généralement des jouets ou des objets de décoration. Leur apparition historique est assez récente pour vous, car elle date de peu de temps avant 1900. Mais celle que j'ai ici date de bien avant cette époque, et ont la symbolique inverse des matrioshki traditionnels, qui est plus proche d'une thématique de descendance et d'accouchement. Ici, le symbole est macabre, très macabre. Notez que je dis des matrioshki et non des matrioshkas, car un matrioshki est le pluriel de matrioshka. Bref, ces matrioshki sont originaires d'un ancien peuple slave et représentent une légende macabre, qui elle-même vient d'événements concrets. En l'an 875, dans un village qui n'existe plus depuis bien longtemps pour vous, vivait une grande famille, composée d'une grand-mère et de ses nombreux enfants, principalement des filles. La grand-mère était la chef du village, car elle en était la doyenne. Cette famille honorait la divinité Ziwienia, déesse de la nourriture, et craignait Tchernobog, dieu de la lune, de la nuit et de l'obscurité. Mais le réel danger était la doyenne, qui s'était installée hors du village, dans les bois. Les réunions concernant le village se tenaient bien évidemment chez elle, et, naturellement, elle présidait l'assemblée. Cette année, les récoltes avaient été mauvaises, malgré les nombreuses offrandes à Ziwienia, et cela fut le sujet principal de l'assemblée. La doyenne fut fortement préoccupée et, désespérée, elle fit un rituel pour contacter la déesse. Le lendemain, elle avait trouvé la solution, grâce à Ziwienia, qui lui était apparu en rêve. Elle avait également été visitée par Tchernobog, mais ce passage était flou. La solution à la famine grandissant était particulièrement macabre et consistait à manger ses propres enfants. La doyenne étant la mère des autres femmes, elle s'était retrouvée en haut de la chaîne alimentaire et mangea ses filles, qui avaient elles-mêmes mangé leurs enfants. L'emboîtement de ces matrioshki symbolise ce cannibalisme familial.
Chaque génération mange sa descendance et se retrouve dans le ventre de la doyenne, qui a également inspiré la plus grande légende russe, la Baba Yaga. Cet appareil photo est un appareil photo normal. Enfin, seulement de base, sinon il n'aurait pas sa place ici. Voici donc son histoire. Cet appareil photo est un appareil photo normal. Un peu ancien, mais il fonctionne encore. Il suffit simplement de mettre de la pellicule dedans. Mais je ne vous le conseille pas si vous ne voulez pas devenir paranoïaque. Car cet appareil est possédé. Et pas par n'importe qui. Par un pervers sexuel ayant pris des photos compromettantes de jeunes enfants. Quand la police l'a retrouvé, elle a également trouvé des classeurs, plein de photos, triées par histoire, c'est-à-dire par enfant. Ces histoires, comme l'appelait le détraqué, commençaient par des photos prises à la sortie de l'école, puis près des maisons des victimes, suivies des photos de l'enfant dans sa chambre. D'abord prises de l'extérieur, par une fenêtre, puis de l'intérieur. Ensuite, il y avait des photos de l'acte lui-même, que je ne vous révélerai pas pour éviter de vous choquer. Enfin, l'histoire se terminait par le cadavre de l'enfant, démembré et défiguré. Le détraqué est aujourd'hui mort et enterré, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la mort du pervers, l'appareil photo fut vendu aux enchères, à un prix assez bas, par un jeune homme du nom de Smith. Smith avait une femme et un enfant, et menait une vie tranquille jusque-là. Mais l'appareil photo la lui rendit cauchemardesque. Les événements débutèrent dans la soirée suivant l'achat de Smith. Ce dernier avait offert l'appareil à son fils, qui était alors très content de son cadeau. Il le posa fièrement dans sa chambre, sur son bureau, en face de son lit. Le lendemain, le fils de Smith n'avait pas cours, et il en profita pour faire des photos, de tout et de rien. Les jours passèrent et la pellicule se remplissait vite. Elle fut pleine en moins d'une semaine. Smith l'envoya alors pour la développer. Quelle fut sa surprise en découvrant, parmi les photos prises par son fils, des photos de ce dernier, dans son sommeil. Il pensa alors à un dysfonctionnement de l'appareil, qui, je le rappelle, était posé en face de l'enfant, et demanda à son fils de ranger l'appareil dans un tiroir pendant la nuit, pour éviter ce type de photos qui le rendait mal à l'aise sans véritablement savoir pourquoi. Après tout, il s'agissait d'un simple dysfonctionnement. Le fils fit alors ce que lui demandait son père. Puis le temps passa, jusqu'à ce que la pellicule soit de nouveau pleine. Parmi les photos développées, il y avait encore des photos de son fils qui dormait paisiblement. Ces photos le dérangeaient encore plus, car elles semblaient être prises par une tierce personne. Smith condamna alors toutes les fenêtres et installa des verrous à toutes les portes, après avoir vérifié qu'il n'y avait bien évidemment personne de caché. Il ordonna également à son fils de fermer le tiroir à clé lorsque l'appareil était rangé. Il alla également prévenir la police, qui installa des caméras de surveillance un peu partout dans la maison. Malgré toutes ces précautions, les photos continuaient, et les caméras ne captaient aucune image d'un quelconque pervers.
Smith décida alors de déménager, loin de là, en prévenant la police de son départ. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Les photos persistaient, jusqu'au jour où le fils de Smith avait disparu pendant la nuit. Le matin, ils avaient retrouvé l'appareil sur le lit. Une enquête fut alors ouverte, et l'appareil fut placé en pièce à conviction. Il n'y avait aucune empreinte dessus. Lorsque les photos furent développées, ils découvrirent avec effroi les photos du cadavre du fils, défiguré et démembré, gisant dans le placard de sa chambre. Le corps y était effectivement. La femme de Smith fut profondément touchée et sombra dans la dépression. Quant à Smith, il était encore chamboulé et souffrait maintenant d'insomnie, car il entendait fréquemment des bruits d'appareils photo. Il pensait que ce n'était que dans son inconscient, qu'il était devenu parano. Mais une nuit, entendant de nouveau ce fameux bruit, il fit l'erreur de lever les yeux. L'appareil était là, lévitant dans les airs, le prenant en photo. Mickey, symbole de la joie et de l'enfance pour certains, ou encore mascotte d'une entreprise démoniaque pour d'autres. Cette souris aux grandes oreilles est connue dans le monde entier grâce à divers médias. Des cartoons, des films, d'animation ou non, des parcs d'attractions, des jeux vidéo et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, des journaux. Mickey Parade, le journal de Mickey, ou encore Mickey Poche. Que de lecture pour tout public. Mais ce que j'ai ici ont une grande particularité. Comme vous pouvez le constater, Mickey n'a plus Dieu. Les personnes qui en ont eu connaissance se sont dit « ce doit être une erreur d'impression » ou encore « c'est probablement des gribouillis d'enfants ». Bref, rien d'important. Mais ces personnes ont tort. En réalité, Mickey n'a bel et bien plus Dieu dans ses magazines. Les dessinateurs auraient tout simplement oublié de les rajouter. Pourtant, leur travail est relativement simple, car tous les personnages de ce type d'œuvre sont des corps flasques, dépourvus de vie. Les dessinateurs doivent simplement leur donner diverses postures, les mettre en scène, puis leur rajouter des yeux. Ici, ils n'ont pas fait la dernière étape, et, même si le résultat peut être dérangeant, cela est une bonne chose pour les lecteurs. Pourquoi donc, me demanderiez-vous? Et c'est alors que je dois vous révéler la vérité derrière les yeux de Mickey. Chez Disney, les dessinateurs sont des magiciens, ou bien des sorciers. Cela dépend du point de vue. Sans yeux, Mickey ne voit rien. Mais c'est un cas malheureusement très rare. Et quand Mickey a ses yeux, c'est-à-dire la plus grande partie du temps, Mickey vous voit. Mickey vous regarde. Mickey vous observe. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un enfant, parmi tant d'autres. Il avait beaucoup de copains et sa fête préférée était Halloween. Il s'appelait Jimmy. Jimmy avait deux passions, Halloween et le dessin.
Il aimait dessiner des monstres et acheter des objets soi-disant magiques. Un jour, en revenant de l'école, Jimmy découvrit une nouvelle boutique de farce et attrape, nommée « Objets magiques pour toute la famille ». Jimmy s'y arrêta, espérant trouver des objets rigolos pour Halloween qui approchait à grands pas. En fouillant dans les rayons, Jimmy fut déçu en voyant les objets qui s'apparentaient à des objets qu'il avait déjà, comme de nombreux masques, des faux couteaux, du faux sang et de nombreux accessoires pour Halloween. Mais la plupart des objets du magasin étaient des objets du quotidien, auxquels on avait rajouté « magique » après le nom de l'objet. On pouvait ainsi trouver des chaussettes magiques, des cahiers magiques, des mouchoirs magiques et plein d'autres objets similaires. Il n'était expliqué nulle part en quoi ces objets étaient magiques. Et lorsque Jimmy demanda au vendeur, ce dernier lui répondit qu'il était impossible de savoir avant de les essayer, car cela dépendait de l'utilisateur lui-même. Curieux, Jimmy acheta un crayon. Il lui servirait au moins pour dessiner. Après son achat, Jimmy rentra chez lui. Après avoir mangé un goûter, Jimmy dessina d'étranges créatures avec ses crayons habituels. Lorsque la mine de son crayon se cassa, il se souvint alors de son achat et voulut essayer ce crayon magique. Il dessina alors un homme bâton avec un visage neutre, puis attendit. Après un long moment d'attente, rien ne se passa. Jimmy a donc conclu que ce crayon n'était pas magique comme le prétendait le vendeur. Sur ce, il n'avait plus envie de dessiner et passa à d'autres occupations. La soirée passa tranquillement. Les parents de Jimmy sont rentrés, lui ont demandé de faire ses devoirs, puis lorsqu'il les avait faits, il était l'heure de manger. Ensuite, Jimmy dut se brosser les dents et se laver, puis il se coucha et s'endormit vite. Le dessin qu'il avait fait était resté sur son bureau. C'est vers minuit que la magie est arrivée. Le dessin commença à bouger, puis sortit de la feuille de papier sur laquelle il était. Le bonhomme bâton se faufila dans tout l'appartement, passant de chambre en chambre sans bruit. Le lendemain matin, Jimmy n'était pas à l'école. La vie scolaire tenta d'appeler ses parents, mais eux non plus ne répondaient pas et n'étaient pas à leur travail. Personne ne les a vus sortir de la journée. Il en fut de même pour le jour suivant et le jour d'après. Au bout d'un moment, les voisins demandèrent à ouvrir la porte pour s'assurer que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas. La famille entière fut retrouvée morte. Ils étaient tous étouffés, une liasse de papier dans la bouche. Le dessin était parti, et seules des feuilles blanches ont été retrouvées. Le crayon avait disparu, tout comme le curieux magasin. L'histoire s'est répétée, et le crayon est passé entre plusieurs mains qui connurent le même sort que la famille de Jimmy. Personne ne sait où il se trouve actuellement, mais il semble qu'il existe de plus en plus de dessins vivants. Le dessin est toujours le même. Un bonhomme bâton avec un visage neutre, vous regardant derrière une fenêtre. Si vous retrouvez un dessin similaire, n'essayez pas de le gommer, ça ne marchera pas. Il faut simplement tourner le dessin face à un mur pour qu'il ne puisse pas sortir de sa feuille. Mais la seule solution est de ne plus jamais dessiner. Il ne dormait plus depuis longtemps.
Cela faisait déjà plusieurs semaines qu'il avait perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Un camion dont les freins avaient lâché avait percuté la voiture de plein fouet dans un croisement dangereux. Il n'était pas avec elle. Il était à l'hôpital quand c'est arrivé. Il avait une maladie grave depuis sa naissance, qui le rendait très fragile au niveau des épaules et du bassin. Habituellement, il donnait des conférences à propos de sa maladie, mais il était désormais trop faible pour faire quoi que ce soit. Il ne pouvait plus tenir debout et devait passer ses journées allongées. Lui qui aurait tant aimé aller à l'aventure. Escalader des montagnes, plonger dans les fonds marins, explorer des ruines ou encore survivre dans la jungle, il en rêvait. Mais la vie en avait décidé autrement. Il ne pouvait rien faire de ses journées et s'ennuyait profondément. La seule chose qui le rendait heureux était sa femme et sa fille, qu'il considérait comme un miracle. Depuis l'accident, il ne pensait plus qu'à les rejoindre et tenta à de multiples reprises de se donner la mort. À chaque fois, une infirmière ou un docteur arrivait à temps, ou bien la tentative ratée. On dit que le destin s'acharne sur certaines personnes. Il en faisait partie. Depuis tout petit, les malheurs tombaient déjà sur lui. Il avait perdu ses parents très tôt, et sa famille d'accueil lui était insupportable. Quand il grandit, on lui révéla que les premiers parents qu'il avait connus n'étaient pas les vrais, et qu'il avait été abandonné par sa véritable mère. Au collège et au lycée, il n'avait que très peu d'amis, qui se révélèrent très méchants envers lui après avoir profité de sa gentillesse. Il devint alors très solitaire et se méfiait de tout le monde. Il fit plusieurs tentatives de suicide, qui échouèrent toutes. Il se fragilisait à chaque fois, mais ne mourrait jamais. Puis il connut la femme qui deviendrait son épouse. Sa vie changea alors. C'était la première fois qu'on l'aimait. Sa femme fut rapidement enceinte, mais fit une fausse couche. Cela se répéta plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle accouchât d'une petite fille. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'était pas le père. Lorsqu'il l'apprit, il pardonna sa femme, car c'était la seule personne à l'avoir véritablement aimé. Et il était ravi d'avoir un enfant. Sa femme s'en voulut et sombra dans la dépression jusqu'à cet accident. Nous revoilà au point de départ. Il est à l'hôpital et il ne trouve plus de sens à sa vie. Il aimerait mourir mais rien n'y fait. Il est si faible mais ne meurt jamais. Et alors, il se pose une terrible question. Suis-je maudit ? Ayant désormais tout son temps, et maintenant certain d'être victime d'une malédiction, il cherche à comprendre pourquoi. Avant toute chose, il doit trouver l'origine de cette malédiction. Pour cela, il remonte dans ses douloureux souvenirs. Plus il remonte, plus la vie lui devient insupportable. Les rares moments où il n'était pas malheureux ont été suivis de grandes désillusions. Par exemple, les personnes qu'il avait côtoyées au collège s'étaient révélées brutales lorsqu'il refusa de partager ses réponses à un exercice. Et l'enfermèrent dans les toilettes pour le frapper et l'humilier. Ou encore, sa famille d'accueil le méprisait, et il était forcé à réaliser toutes les tâches ménagères, et se plier à toutes leurs demandes, sinon il était battu. Les premiers parents qu'il avait connus l'avaient aimé, mais ne se supportaient pas entre eux, et s'étaient entretués devant lui, alors qu'il avait à peine 4 ans. C'était sûr, il était maudit, et ce depuis sa naissance, avec sa maladie qui le rendait fragile aux épaules et au bassin. Sa véritable mère l'avait abandonné peu de temps après avoir accouché. Elle avait certainement un rapport avec cette malédiction. Peut-être était-ce génétique, une sorte de malédiction familiale, ou une chose similaire. Il doit la retrouver pour mieux comprendre. Elle sait probablement. Il fait alors un test ADN pour tenter de la retrouver. Pendant les longs jours d'attente, il entend d'étranges chuchotements au loin. Cela peut être normal, il est dans un hôpital où il y a du monde. Mais ces chuchotements n'ont rien d'humain et se détachent distinctivement du brouhaha habituel. Mais même en tendant l'oreille, il n'en comprend pas leurs paroles. La veille des résultats, alors qu'il fait nuit noire et que le silence règne,
Les chuchotements retentissent. Et cette fois, il comprend certains mots. Le lendemain, lorsqu'il raconte ce qu'il a entendu aux infirmières et aux docteurs, personne ne le croit ni s'inquiète vraiment. Il est peut-être simplement en train de devenir fou. Et il apprend que sa mère était une toxicomane et qu'elle serait morte quelques jours après l'avoir abandonnée. Néanmoins, il s'était passé une chose très étrange. Son cadavre avait disparu alors qu'il était encore à la morgue. Il pense alors qu'elle n'est pas vraiment morte. Le docteur lui répond que si, cela faisait plusieurs jours que son cœur ne battait plus lorsque son corps a disparu. Quelqu'un l'avait probablement pris, peut-être un étudiant en médecine, ou encore de simples blagueurs. Il a du mal à le croire, mais ne peut rien prouver. Il se résigne, mais finit par accepter la mort de sa mère. Mais il ne perd pas espoir, et veut absolument la contacter. Il se procure alors un Ouija. C'est décidé, il l'appellera cette nuit. Il en est tout excité. Il aura enfin des réponses à ses questions. Et les chuchotements, qui ne cessent de résonner dans sa tête, s'arrêteront enfin. Du moins, il l'espère. Les heures passent, et la nuit finit par tomber. À minuit, alors qu'il est seul dans sa chambre, il invoque l'esprit de sa mère. Le Ouija frétille. Puis, malgré les fenêtres fermées, un courant d'air glacé le fait frissonner. Est-ce de froid ou plutôt d'effroi? Les ombres grandissent, et l'obscurité menaçante engloutit sa chambre. Les chuchotements sont assourdissants, et un bruit lourd se répand. Il veut appeler à l'aide, mais aucun son ne sort de sa bouche, et la peur l'immobilise. Une étrange fumée remplit la pièce, et tous les objets semblent bouger autour de lui. Il a tellement peur qu'il en a le souffle coupé. Il ne respire plus. C'est alors que la tempête surnaturelle se calme. Et il sent une respiration chaude proche de son visage. Le temps semble s'arrêter. Il n'y a plus de mouvement, et le silence règne à nouveau. Seule une respiration retentit, et lui fait comprendre qu'il est encore en vie. Tu ne mourras jamais, mon fils, je veille sur toi. Je t'ai rendu immortel, tu devrais me remercier. Lui qui avait tant de questions se retrouve sans voix. Lui, immortel? Lui qui avait une horrible vie? Quelqu'un veillait sur lui? Tu connais probablement le principe des anges gardiens, mais les cieux ne sont pas les seuls à procéder ainsi. Pour te rendre immortel, j'ai dû faire certains sacrifices. Mais je ne savais pas que ce n'était pas une bénédiction. Je suis sincèrement désolé, mon enfant. Je voulais que tu aies une meilleure vie que moi, mais j'ai bien vu que ce n'était pas le cas. Toute ta vie, je t'ai suivi et j'ai vu tous tes malheurs. J'en suis responsable. Le diable est un beau parleur, mais c'est aussi un grand menteur. Il m'avait promis de te rendre heureux pour l'éternité. Et j'ai tout fait pour rendre cela possible. Je n'aurais pas dû. Il n'en revenait pas. Il était réellement maudit. Et ce à cause de sa propre mère, qui avait fait un pacte avec le diable. C'est alors que ses épaules et son bassin craquent. Tout se casse et s'écroule. Son corps crispé éclate. Il ne lui reste plus que son esprit. Sa chambre d'hôpital s'effondre et disparaît devant ses yeux. Il n'existe plus, mais est toujours vivant. Il est désormais seul avec sa conscience. Il pense donc il existe, mais c'est tout. La créature dont je vais vous parler aujourd'hui pourrait être issue d'un ancien folklore, mais ce n'est pas le cas. En réalité, elle a fait son apparition officielle dans les années 2000 grâce à des photographies. Mais certains témoignages datant des années 70 mentionnent déjà une créature similaire.
Il est temps de parler de la créature en elle-même, qui a nourri l'imaginaire collectif concernant les fantômes. Voyez-vous, cette créature apparaît lorsqu'il y a un incendie, et est visible aux alentours de ce dernier. Malgré de nombreuses suppositions, elle n'en est pas responsable. Elle est simplement présente, comme si elle contemplait la fumée avec un sentiment de nostalgie. Ce sentiment est difficilement perceptible, car cette créature n'est visible que de loin, de dos ou de profil. Et personne n'a jamais vu son visage, ce qui lui a valu le surnom de silhouette des cendres. Elle a beaucoup été considérée comme un fantôme, une âme en perdition, morte dans un incendie et, n'ayant pas été sauvée à temps, devant errer proche des incendies. Mais en réalité, son histoire est moins triste, et beaucoup plus poétique, beaucoup moins morbide. Cette créature n'a rien d'un fantôme, et n'est même pas humaine. En réalité, elle est très vivante, et ne pourrait exister sans les incendies. Son surnom décrit parfaitement sa nature. La silhouette est née des cendres d'un incendie d'un laboratoire. La fusion et la réaction de nombreux éléments chimiques ont engendré la création de microcellules dotées de vie, qui se sont par la suite développées dans les cendres de l'incendie. Ces cellules se sont rapidement développées et ont acquis une grande intelligence, avec une grande capacité de mémoire, devenant ainsi capables d'exprimer des sentiments. Elles peuvent également reproduire des formes en s'agglutinant entre elles. Ainsi, les cendres se sont regroupées en une forme humaine approximative, créant ainsi cette étrange créature. Par un mystère que votre science ne peut pas expliquer, la silhouette des cendres apparaît à chaque incendie et le regarde au loin avec une posture mélancolique. Elle se souvient de son origine et aimerait retourner à cet état de non-conscience plutôt que de vivre sans but et sans compagnie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Brad. Brad était un ancien peintre reconverti dans la sculpture. Il voulait revisiter d'anciens mythes africains, mais cela ne se vendait pas, alors il faisait des portraits pour gagner sa vie. Il avait justement arrêté la peinture pour la même raison. Il se disait condamné à représenter des gens qu'il ne connaissait pas pour gagner de l'argent. Pour en gagner beaucoup, il devait être très pointilleux et réaliste, et ne pouvait apporter ne serait-ce qu'une seule touche personnelle. Malgré ces contraintes, il était patient, car il savait qu'il serait un jour reconnu pour son talent, et considéré comme un véritable artiste. Brad faisait ses sculptures à l'argile, matériau simple à trouver et peu coûteux. Il aimait cette matière et la travaillait avec les mains, pour avoir le sentiment d'être en communion avec la nature, une sorte de retour à la terre, de fusion entre l'humain et l'argile. Il se la procurait la plupart du temps en magasin, mais il arrivait qu'il en achetait de façon artisanale dans des marchés spécialisés. Un jour où il s'était offert des vacances en Afrique, il découvrit un vendeur particulier qui se vantait d'avoir un type d'argile unique au monde. Intrigué, Brad en acheta, à un prix plus qu'élevé pour de l'argile. Il pensait que cela pouvait changer sa carrière et le rendre célèbre. Lorsqu'il rentra de son voyage, Brad reprit ses habitudes et continua de faire des portraits. Les jours passèrent et son stock d'argile diminuait lentement. Puis il eut une commande de statuettes de plus d'1 mètre représentant le client dans son intégralité. Cela lui prendrait plus de temps, plus d'argile et plus de minutie, mais lui rapporterait surtout plus d'argent et plus de prestige. Il accepta sans hésiter, mais ne pensa pas aux conséquences. Il dut travailler des jours et des jours, pendant des semaines et des semaines, avec la plus grande patience et minutie, pour un résultat qui allait demander de nombreuses modifications, qui allait elle-même prendre beaucoup de temps et d'énergie.
Tout son stock d'argile y passa. Et il ne restait plus que son achat venant d'Afrique, qu'il n'avait pas touché depuis qu'il était revenu. Il le gardait précieusement pour en faire une œuvre personnelle. Il racheta de l'argile normale pour finir cette commande, mais se jurait que la statue est terminée et il commencerait son œuvre. Le temps passa, et Brad finit par terminer sa commande. Alors, il sortit la fameuse argile et s'installa. Il réfléchissait à quoi sculpter lorsque sa matière bougea. Resté dans ses pensées, il ne l'avait pas vue. Alors elle se dressa et grandit à une vitesse folle. Brad comprit que ce n'était pas de l'argile. Il se précipita sur la porte, mais la créature s'était étendue sur tout le sol et lui avait bloqué les pieds. Puis la matière gluante et terreuse remonta sur le corps de Brad, l'emprisonnant rapidement et le bloquant de tout mouvement. Il était devenu la proie de cette boue vivante. Il tenta d'appeler à l'aide, mais de la terre visqueuse glissa à l'intérieur de sa bouche et s'engouffra dans tout son corps, remplissant ses intestins, son estomac et ses poumons. Tels des tentacules, des filaments de terre mouillée s'infiltraient en lui par tous les orifices, les plus douloureux étant les narines et les oreilles proches du cerveau, qui allaient être dévorés par l'intérieur. Après avoir absorbé les organes vitaux de Brad, l'argile sortit de son corps en expulsant tout ce qu'il restait. Ainsi, poussés par la terre, les yeux sortirent de leurs orbites, et les intestins ainsi que les boyaux sortaient par l'arrière. Avec un certain effort, le ventre céda, et son contenu se répandit sur le sol. La créature termina son repas avec les derniers morceaux de Brad, à l'exception de son buste, qui avait alors fortement rétréci, et était maintenant difforme et recouvert d'argile. Quant à la créature, nul ne sait où elle se trouve actuellement. Qui sait, elle se cache peut-être parmi votre propre stock. Avez-vous déjà joué au jeu le plus effrayant de votre vie? C'est un jeu vidéo horrible qui s'appelle réellement le jeu le plus effrayant de votre vie. Au début, le jeu ne fait pas peur. Vous êtes une espèce d'agent secret devant capturer des fantômes tout en secret. Le jeu ne fait pas peur à ce moment, et même plutôt bien, jusqu'à la mission du musée. Vous arrivez dans un hall, et, si vous avez de la chance, le jeu continue comme le reste. Mais si vous n'avez pas de chance, vous vous retrouvez avec des screamers, avant que votre console ne s'éteigne. Lorsque vous la rallumez, la même chose se produit, et vous devez encore rallumer. Cela se produit 6 fois. La 7e fois, il y a de nouveau les screamers, mais la console ne s'éteint pas, et le jeu fait place au véritable jeu le plus effrayant de votre vie. Vous êtes dans le hall du musée, qui se retrouve vide. Vous êtes seul, enfermé dans un endroit sans aucun meuble. L'ambiance normale de la première phase a fait place à une ambiance macabre, teintée de rouge. Sur les murs, vous pouvez trouver d'étranges dessins, probablement faits avec du sang. Le jeu est désormais en première personne, ce qui n'était pas le cas précédemment. Vous pouvez vous déplacer, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun objet et toutes les portes sont fermées, jusqu'à ce qu'une d'entre elles soit tachée d'une goutte de sang au niveau du Judas. Alors cette porte s'ouvre, et une horde de démons débarque. Ils sont tellement étranges et affreux que je ne saurais les décrire. La seule manière de survivre à cette horde est de tous les tuer. Mais comme je l'ai dit précédemment, il n'y a aucun objet. Vous devez les tuer à main nue. Au début, vous aurez du mal, et vous mourrez plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, vous avez une réserve de vie infinie. Dans ce jeu, je ne sais pas si on peut appeler cela une bonne chose. Lorsque vous mourrez, vous avez droit de nouveau au screamer, puis le jeu recommence,
et vous devez attendre la tâche sur la porte. Après avoir réessayé plusieurs fois, vous réussirez à survivre, mais cela ne change rien. Après avoir tué tous les démons, la porte se refermera et la tâche disparaîtra. Après un long moment, elle réapparaîtra, puis vous connaissez la suite. Le jeu tourne en boucle et il n'y a aucune progression. La seule manière de gagner est de quitter le jeu et d'éteindre la console. Mais vous ne le ferez jamais, car ce jeu est terriblement addictif. Si jamais vous arrivez à l'éteindre, vous aurez tout de suite envie d'y rejouer. Lorsque vous rallumez, vous avez de nouveau les screamers. Puis le jeu se lance. Et cela tourne en boucle. Et vous passerez tellement de temps dessus que vous deviendrez associable et perdrez la notion du temps. Vous commencerez alors à avoir des hallucinations et confondrez le jeu et la réalité, devenant paranoïaque et ne supportant plus les gens ni les portes ouvertes. Vous ne vivrez plus que pour le jeu et deviendrez fou, éprouvant un certain plaisir à tuer. Si malgré tout vous avez un éclair de lucidité, votre réflexe sera d'éteindre la console et de vous débarrasser du jeu. La dernière personne à l'avoir eu l'a jeté dans les égouts. Mais quelle qu'en soit la manière, s'en débarrasser ne servira à rien, car lorsque vous rallumerez votre console, peu importe le temps écoulé entre-temps, la première chose que vous verrez sera les screamers. Et c'est reparti. Richard Darwood était un homme richissime. Il avait fait fortune en vendant des cigares. À son premier milliard, il se reconvertit dans la critique d'art. Mais cela n'était qu'une couverture et un prétexte pour acheter des œuvres originales qu'il revendait 10 fois plus cher ou bien qu'il gardait pour son musée privé. Lors des prestigieuses ventes aux enchères d'art, son simple nom assurait la fin de la vente, car il avait tout acheté. Ainsi, il possédait des tableaux de grand prix, des statues de grands sculpteurs et des centaines d'œuvres célèbres que les plus grands musées auraient souhaité présenter. Son musée privé était un immense château où il ne venait que rarement, et ses portes n'étaient jamais ouvertes au public. Il était réservé aux quelques soirées mondaines que Richard Darwood organisait. C'était l'occasion pour lui de se pavaner en montrant sa richesse et son goût artistique. En réalité, il ne savait rien de la peinture ni de la sculpture, seulement le nom de l'artiste et le coût de l'œuvre. Il accumulait ses achats pour se rendre intéressant et montrer sa richesse. Cela ne l'empêchait pas d'avoir dans son musée de véritables chefs-d'œuvre, le plus connu étant le tableau Le Cavalier Noir de Roberto Sicabio, le chef-d'œuvre du peintre, d'après les spécialistes. Mais surtout, un tableau entouré de mystère et d'effroi. Tous ceux qui l'avaient possédé étaient morts de façon violente. Cette malédiction qui semblait peser sur le tableau l'avait rendu, curieusement, la peinture la plus chère au monde. Richard Darwood l'avait acquise à un prix exorbitant. Ainsi, le Cavalier Noir était l'œuvre la plus protégée du musée, qui lui-même était très sécurisé en raison de la forte valeur de ce qu'il contenait. Le fameux tableau était accroché dans une salle blindée, dont seul Richard Darwood connaissait le code d'accès. Pas d'autres tableaux dans la pièce. Seul un dessin d'enfant était scotché sur le mur d'en face. Un dessin en couleur hésitante, dont on identifiait mal le sujet. Un étrange personnage obèse, portant un semblant de lunettes, une grosse moustache et ce qui semble être une cravate, surmontant une montagne de papier vert, ou simplement de l'herbe. Cela n'a pas d'importance. Il s'agissait d'un dessin d'un des petits-fils de Richard Darwood, qu'il l'avait lui-même accroché là. Ainsi, le fameux tableau était face à un dessin d'un enfant de moins de 5 ans. Pour Richard Darwood, c'était sa façon de se moquer de Sicabio et de son Cavalier Noir.
Même s'il avait dépensé une fortune pour l'acquérir, il n'aimait pas le tableau. Il l'avait seulement acheté par défi. Pour prouver que c'était un homme riche et puissant, et qu'il n'avait pas peur de la malédiction liée au tableau. Un soir, quelques jours après ses 87 ans, il pénétra dans la salle du Cavalier Noir. Il venait rarement le voir, 1 ou 2 fois par an, pas plus. Ce jour-là, étrangement, il avait pensé plusieurs fois au tableau. Plus que cela, il en avait été comme obsédé, poussé par une force irrésistible, surnaturelle. Il était alors monté dans la salle du musée pour le contempler. Il s'assit sur un tabouret devant la toile, qui était de dimension moyenne, et colorée violemment de rouge, de violet et de vert pâle. Pourquoi Sicabio l'avait-il intitulé « Le Cavalier Noir » ? On distinguait bien dans l'amas abstrait des couleurs une forme humaine, mais nullement celle d'un cheval. Alors, pourquoi cavalier ? Et pourquoi noir ? C'était ce que Richard Darwood se demandait, une fois de plus, tassé sur son tabouret. Il restait intrigué malgré lui par la brutalité du tableau, par la violence des formes et des couleurs. Soudain, il eut l'impression que le tableau bougeait. Non pas la toile ou le cadre, mais les couleurs et les formes, comme si elles prenaient vie. Il se raidit et attendit. L'impression se dissipa presque aussitôt. Le tableau retrouva son immobilité et Richard Darwood douta de ses sens. Il guetta encore longtemps le Cavalier Noir. Mais celui-ci semblait perdre peu à peu de sa force et de sa violence. Il n'était plus inquiétant. Au contraire, il était presque devenu apaisant, reposant. Il fallait simplement l'avoir dompté, comme Richard Darwood venait de faire. Malgré cela, il n'était pas à l'aise. Il sentait une présence menaçante, une sorte d'entité malfaisante dans la pièce. Il était pourtant seul, et le Cavalier Noir était désormais vaincu. Il était maintenant sûr et certain. Il se leva de son tabouret et tourna lentement sur lui-même. Il était effectivement seul. Les murs étaient nus, comme d'habitude, à l'exception du dessin de son petit-fils. Richard Darwood se rassit. Il se disait rassuré, mais ce n'était pas le cas. Il pensa à partir. Il s'apprêta à sortir lorsque quelque chose le retint. Le lendemain, quand le système de sécurité déclencha l'ouverture automatique des portes, on découvrit Richard Darwood étendu, mort, devant le Cavalier Noir. Elle gisait sur de nombreux billets de banque et en avait une liasse dans la bouche. Sur le mur d'en face, le dessin d'enfant avait disparu. Savez-vous ce qu'est un doppelganger ? Pour résumer, c'est tout simplement un double, souvent maléfique, d'une personne. En réalité, ils ne sont pas toujours maléfiques. Certains sont même bienveillants. Dans les deux cas, les doppelgangers viennent d'un monde parallèle, alternatif. Ainsi, avoir une conversation avec eux est une expérience très intéressante et enrichissante si le risque est minime. C'est pour cela qu'il existe de nombreux rituels pour les contacter. Celui que je vais vous présenter est l'un des plus simples et sécuritaires. Mais je ne vous encourage pas à le faire, car le danger reste assez grand, et les doppelgangers maléfiques sont de très bons menteurs, et peuvent facilement vous convaincre de vous remplacer, ce qui n'est souhaitable à personne. Si malgré mes avertissements vous voulez tenter ce rituel, ou si vous êtes tout simplement curieux, voici les instructions. Les seuls objets qu'il vous faut sont un objet pointu et ou tranchant et un bilboquet rouge. La couleur est très importante. De plus, il faut un miroir au-dessus de votre lavabo. Pour réaliser ce rituel, il vous faut être enfermé dans votre salle de bain à 2h22, la nuit. Quoi qu'il arrive, le rituel finira à 2h44, 22 minutes étant la durée maximale. Ainsi, il est recommandé de préparer vos questions à l'avance,
afin de ne pas perdre de temps. Il est également recommandé d'avoir une montre ou quelconque outil pour mesurer le temps. À 2h22, vous devez donc remplir votre lavabo en empêchant son écoulement. Vous devez ensuite utiliser l'objet pointu et ou tranchant pour vous faire saigner un doigt, n'importe lequel à l'exception des majeurs. Cela offenserait votre doppelganger, ce qui le rendrait encore plus dangereux. Le sang doit couler dans l'eau du lavabo afin de la colorer en rouge. C'est pour cela que le bilboquet doit obligatoirement être de couleur rouge. Ensuite, vous devrez réussir le bilboquet avec certaines conditions. Vous devez impérativement le faire de la main dont vous vous êtes blessé le doigt. Surtout, vous n'avez que 10 essais, et il vous faut réussir à une tentative paire. Sinon, la suite dépend de la nature de votre doppelganger. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire s'il est bienveillant, le rituel prendra fin et il n'y aura aucune conséquence. Par contre, si votre doppelganger est malfaisant, vous vous retrouverez à sa place et inversement. Si tel est le cas, vous êtes désormais son doppelganger. Vous pourrez alors faire comme si de rien n'était et vivre dans cet univers alternatif, ou bien réessayer le rituel avec les mêmes conditions, à l'exception de la dernière règle évoquée. Cette fois, vous devez réussir le bilboquet à une tentative impaire. Pour simplifier, gardez cette règle en tête. Le gagnant au duel du bilboquet est le seul à pouvoir autoriser l'échange. Les chiffres pairs sont pour votre monde et les chiffres impairs sont pour le monde alternatif. Si vous avez gagné le duel en étant dans votre monde, vous avez réussi le rituel et le miroir vous maintient en sécurité. Lorsque vous regarderez dedans, la personne que vous verrez ne sera pas votre reflet, mais votre doppelganger. Vous pourrez alors discuter avec lui. Tous les sujets sont abordables. Après tout, il s'agit de vous dans un autre monde. Cependant, gardez bien les règles en tête, notamment la limite de 22 minutes. Mais ce que vous ne devez en aucun cas oublier est que vous seul pouvez autoriser l'échange ou le refuser. Conseil d'amis, refusez-le. Comme je l'ai dit plus tôt, les doppelgangers malfaisants sont mauvaise langue et manipulateurs. Leur unique but est de vous remplacer. Alors, soyez vigilants. S'ils commencent à évoquer un échange, vous savez que vous avez le dernier mot. Encore une fois, je vous conseille fortement de refuser. Après un refus, vous pouvez continuer la conversation. Mais redoublez votre vigilance, car il fera tout pour vous faire accepter l'échange. De la ruse à la menace. Rappelez-vous qu'il sait de vous seulement ce que vous lui dites et ce qu'il voit, et qu'il peut se servir de toutes ces informations pour vous convaincre. En tant que vainqueur du duel de bilboquet, vous pouvez mettre fin au rituel quand vous voulez. Par exemple si vous vous sentez trop en danger. Pour cela, il suffit de faire écouler l'eau du lavabo, ce qui rompra le lien entre les deux mondes. Si le rituel dure jusqu'à 2h44, vous devez impérativement procéder à l'écoulement le plus tôt possible, pour éviter un événement que vous ne comprendriez pas, mais que vous subirez amplement. Si vous avez perdu au duel du bilboquet, votre doppelganger peut vouloir discuter avec vous avant d'échanger vos places. Vous pouvez alors tenter de le convaincre de ne pas échanger. Après tout, s'il peut autoriser l'échange, il peut également le refuser. Si malgré tout il y a un échange, le rituel prendra fin de lui-même. Vous vous retrouvez alors dans son monde, qui n'est pas exactement le même que le vôtre. La différence entre les deux peut aussi bien être minime que colossale. Aussi bien il est possible que vous ne voyez même pas la différence. De plus, il y a un certain décalage horaire, ou plutôt de date. Cela peut être de quelques jours seulement, mais il est également possible que plusieurs années soient passées. Dans tous les cas, vous pouvez recommencer le rituel autant de fois que possible. Les règles restent les mêmes. Le seul changement est, comme je l'ai dit plus tôt, que pour gagner le duel, il vous faudra réussir le bilboquet à une tentative impaire. Cela dit, si vous perdez, la conversation aura tout de même lieu, et vous pouvez en profiter pour tenter de le convaincre d'accepter un échange, en gardant à l'esprit qu'il veut probablement rester dans votre monde, et qu'il est certainement très méfiant à votre égard, se doutant que vous voulez échanger. Il vous faudra alors ruser et être très malin. Vous pouvez utiliser tous les moyens de persuasion. Raisonnement, flatterie, mensonge, menace, etc. N'oubliez pas que c'est lui qui a le dernier mot cette fois, et qu'il est très vigilant. Après tout, il se méfie de son doppelganger.
L'une des plus grandes rivalités de marques de jouets est Lego contre Playmobil. De nombreuses marques ont tenté de les imiter, en produisant des jouets similaires, mais ces derniers sont tombés dans l'oubli. C'est le cas de Super Charlie, une figurine produite par Dulcop, une société italienne. Comme je l'ai dit précédemment, Super Charlie est tombé dans l'oubli, mais certains enfants s'en souviendront toute leur vie. Au niveau du design, Super Charlie ressemble à un Playmobil, mais possède plus d'articulations et est plus petit. Pour différencier les figurines, les modèles reprennent divers métiers. Ainsi, il y a des figurines docteurs, infirmiers, pompiers, policiers ou encore chef cuisinier. Mais celui qui a le plus marqué les esprits est le soldat. Pour une raison bien mystérieuse, certaines figurines prenaient vie pendant la nuit, alors que tout le monde dormait. Elles grandissaient et se déplaçaient dans la chambre, lentement, sans un bruit. La plupart de ces jouets n'étaient pas menaçantes. Au contraire, ils assuraient une certaine protection et instauraient une atmosphère de confiance, apaisante et rassurante. Peut-être était-ce grâce à leur visage, simple et souriant. Mais sur le soldat, ce sourire était plutôt dérangeant, et son regard paraissait plus vide que sympathique. Surtout, son arme en plastique, qui paraissait inoffensive le jour, quand elle était de taille normale, était maintenant menaçante, et paraissait véritablement dangereuse. C'est ainsi que certains enfants, mal à l'aise dans leur sommeil, se réveillaient et se retrouvaient face à cette silhouette menaçante, immobile au coin de leur lit. Ils hurlaient de peur et espéraient que ce n'était qu'un cauchemar de plus. Mais bien évidemment, ce n'était pas le cas. Quand les parents arrivaient, la figurine avait repris sa taille normale. Et ils pensaient alors que leur enfant avait fait un cauchemar, ou bien qu'il faisait des paralysies de sommeil. Encore une fois, ces explications sont fausses. Parfois, la réalité est trop absurde pour être expliquée. Et ceux qui tentent de trouver une solution ne font que s'embrouiller et finissent par perdre totalement la raison. Mais revenons à nos moutons. Si la figurine de militaire était menaçante, ce n'était pas une véritable menace, du moins pas pour les humains. Contrairement aux autres Super Charlie, elle passait les nuits immobile. Les autres figurines se déplaçaient lentement, avec une allure fantomatique. Sous leurs allures de jouets sympathiques se cachaient de mauvaises intentions. Leur but reste encore inconnu, mais c'est une certitude. Ces figurines étaient malfaisantes et nuisibles. A l'inverse, le soldat jouait un rôle protecteur pour les enfants. Il les protégeait des autres, qui avaient un comportement calme mais agressif. Si l'enfant était menacé, il n'hésitait pas à se servir de son arme. Le jour, ce n'était qu'un simple jouet, et ne constituait en aucun cas un danger. Mais la nuit, c'était tout autre chose. Il s'était transformé en un véritable fusil, qui pouvait vraiment tirer. Ainsi, certains enfants se réveillaient en voyant un soldat de plastique tirer sur d'autres figurines pour les tuer. Je pense que maintenant vous comprenez le traumatisme de ces enfants. Mais je ne vous ai pas tout dit. Le plus étrange dans cette histoire, et ce qui la rend particulièrement effrayante, est que lorsque le soldat tirait sur les autres figurines, celles-ci saignaient. Clara marchait dans la rue lorsqu'elle vit une paire d'écouteurs abandonnés sur le trottoir. Elle regarda autour d'elle pour voir si quelqu'un les cherchait, mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait même personne dans la rue. Après tout, il faisait déjà nuit depuis longtemps, et la rue n'était pas très grande. Alors elle les ramassa et rentra chez elle. Clara était une étudiante de 20 ans et habitait seule dans un petit appartement. C'était une jeune fille assez banale, qui rêvait de vivre quelque chose d'extraordinaire pour échapper à son quotidien morose.
Pour échapper à l'ennui, Clara écoutait beaucoup de musique. Elle écoutait un peu de tout. Cela dépendait de son humeur et de ses envies passagères. Elle avait pour habitude d'écouter sa musique avec un casque et n'aimait pas les écouteurs par principe. Mais cela allait changer grâce, ou plutôt à cause, de sa découverte. Après les avoir nettoyés, Clara les essaya et fut surprise de découvrir qu'ils fonctionnaient parfaitement. Habituellement, les écouteurs s'usent rapidement, notamment à cause des câbles très fins, s'en mêlant très facilement, créant ainsi des faux contacts, dérangeant très rapidement l'écoute de la musique. Mais ceux-ci étaient en parfait état et offraient une qualité sonore similaire à un casque. Clara les utilisa de plus en plus, à un tel point qu'elle délaissa son casque. Au bout d'une semaine, elle les utilisait tout le temps. Mais à force de les avoir aux oreilles très souvent, elle perdait des tympans et entendait de moins en moins bien. Cela commençait à être un véritable problème. Alors elle décida d'écouter moins de musique. Au début, ce n'était pas facile, mais avec le temps, cela ne devint plus un problème. Elle s'était remis au casque et avait rangé la paire d'écouteurs au fond d'un tiroir. Des mois plus tard, elle avait totalement oublié cette histoire. Un jour où elle faisait le grand ménage et triait ses affaires, elle retrouva les écouteurs. Elle les essaya et, contrairement à ce qu'elle pensait, ils fonctionnaient toujours aussi bien. Clara retomba alors dans une certaine dépendance à la musique, qu'elle écoutait toujours avec ses écouteurs. La qualité audio ne se dégradait jamais, jusqu'au jour où il y eut un étrange sifflement. Cela faisait exactement 4 mois qu'elle les avait trouvés. Le sifflement ne venait pas de la musique, Clara en était certaine. Ce sifflement continuait sur tout ce qu'elle écoutait. Au début, ce n'était pas dérangeant, mais au fur et à mesure, le sifflement était de plus en plus fort, et au bout de quelques jours, il recouvrait totalement la musique. Mais Clara était devenue totalement accro aux écouteurs, et elle les portait presque tout le temps, malgré le sifflement qui était devenu insupportable. Au début, le sifflement semblait électronique, mais plus il était fort, plus il était audible. Il était maintenant similaire à un autre type de sifflement. C'était un sifflement animal. Un sifflement qui n'annonce rien de bon. Un sifflement stressant, insupportable, sans interruption. Un sifflement qui stimule les sens. C'était un sifflement de serpent. Ce sifflement semblait venir de l'intérieur des écouteurs, comme s'il y avait une bestiole qui vivait à l'intérieur des câbles. En réalité, il n'y avait rien de vivant dedans. Un soir où elle rentrait chez elle, Clara sentit quelque chose dans son oreille, quelque chose qui n'était pas les écouteurs. Ce quelque chose était visqueux et froid, et se glissait lentement dans les tympans. Clara s'était immobilisée de terreur, et avait tellement peur qu'elle ne pouvait crier. Elle était dans la même rue où elle avait trouvé ces maudits écouteurs. Elle était seule, et il faisait déjà nuit. Il faisait froid, mais les frissons de Clara étaient dus à ce qui rampait dans son oreille interne. Les sifflements étaient désormais dans sa tête, et résonnaient dans tout son corps. C'était comme si un lombric était rentré dans le conduit auditif de ses oreilles. Mais en réalité, ce n'était pas un lombric, mais une sorte de serpent qui se faisait passer pour des écouteurs. Ses écailles froides et humides glissaient sur la peau des oreilles de Clara, qui avait l'impression que des tentacules s'étaient infiltrés dans sa tête pour toucher le cerveau. La sensation était très étrange, et Clara éprouvait un profond dégoût. En effet, les créatures s'étaient attaquées au cerveau. Elle croquait la cervelle à pleines dents et arrachait des morceaux pour les mastiquer. La dernière sensation que Clara eut avant de perdre connaissance fut le malaise de sentir les écailles de reptiles glisser dans sa tête pour la dévorer de l'intérieur.
Le serpent continua son chemin dans tout le corps, pour manger tous les organes de Clara. Puis il dévora les muscles, et enfin les os. Au final, il ne restait de Clara que sa peau. Alors la créature reprit sa forme d'écouteur pour terminer son repas. Sa transformation terminée, elle aspira la peau de Clara par ses deux bouches. La peau s'étira alors de part et d'autre, jusqu'à se craqueler et se déchirer lentement. Il faut dire que la peau humaine est particulièrement solide et se casse difficilement. Mais la créature était suffisamment puissante pour y parvenir. Cela lui demandait un effort considérable, mais après un certain temps, elle avait aspiré tout le corps, et il ne restait plus rien de Clara. La créature allait alors entamer sa digestion, qui lui prendrait 4 mois. D'ici là, quelqu'un allait probablement ramasser cette paire d'écouteurs. Laissez-moi vous poser une question. Quel est l'endroit où vous vous sentez le plus en sécurité? Je connais déjà votre réponse, et je sais que vous avez tort. Non, ce n'est pas votre chambre. Vous avez fort probablement une fenêtre. Votre porte ne se ferme pas forcément à clé. Et lorsque vous dormez, vous êtes parfaitement vulnérable. De plus, ce n'est pas un endroit stratégique pour se cacher si quelqu'un ou quelque chose vous pourchasse. Non. Le lieu le plus sécuritaire dans une maison ou dans tout autre bâtiment sont les salles de bain et les toilettes. Vous pouvez fermer à clé. Les fenêtres, s'il y en a, sont opaques et il y a certainement de quoi se défendre, de manière plus ou moins efficace, je vous l'accorde. De plus, c'est un endroit où vous vous sentez suffisamment à l'aise pour être nu et exposer vos parties intimes. En bref, les toilettes sont un lieu parfaitement sécuritaire. Mais même dans un endroit aussi sécurisé, vous êtes en danger. Et ce, même depuis l'Antiquité. Les Romains craignaient la présence de démons dans les latrines. Mais ce sera peut-être pour une autre fois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mal plus moderne. Le marché du papier toilette est une véritable industrie, dans laquelle plusieurs marques dominent. Mais comme toutes les industries, il existe des marques plus obscures n'ayant jamais connu le succès. Comme par exemple la société Ugeia. Cette société voulait dominer le marché du papier toilette avec une invention révolutionnaire, du papier ultra nettoyant. Mais une telle invention prenait du temps à être mise au point, surtout par des chercheurs scientifiques sous-payés, travaillant dans des laboratoires primaires, sans beaucoup de moyens financiers et techniques. Ainsi, pour éliminer les impuretés de façon efficace, les chercheurs se penchèrent sur différents acides pour ronger les différentes bactéries. Mais le temps pressait, et les investisseurs demandaient des échantillons. Alors, plutôt que de chercher le composant idéal, ils devaient trouver le bon dosage d'un acide basique, et cela en peu de temps. Pour cela, ils durent faire plus d'heures supplémentaires que le nombre d'heures payées. Et ces heures supplémentaires n'étaient pas payées, pour éviter les frais. Malgré ces conditions plus qu'anormales, la solution fut trouvée dans les temps. Les investisseurs, convaincus par les échantillons, annoncèrent une date de sortie très proche, malgré les risques potentiels. Heureusement, la dose d'acide était minime et plutôt inoffensive. Mais il y a eu un couac, sinon je ne vous en parlerai pas. Ce couac se produisit lors de la fabrication en chaîne, suite à un très léger incident causé par un ingénieur distrait, ayant modifié par accident un chiffre très important. Vous l'aurez compris, la dose d'acide avait été largement augmentée, mais il était trop tard. Et de toute façon, corriger cette erreur aurait coûté bien trop cher à Ugeia. Ainsi furent vendus des milliers de rouleaux de papier toilette corrosifs, éliminant toutes les impuretés et bien plus.
C'est l'hiver et la nuit tombe de bonne heure. Il fait déjà noir quand la famille Simonson entre en courant dans les nouvelles galeries. Vite, crient les parents. Ça va fermer et on n'a encore rien acheté pour le dîner. Ils foncent vers le rayon de l'alimentation. Camille les suit, en tirant son petit frère Tommy par la main. Elle en a assez de toutes ces courses dans les grands magasins. C'est une vraie manie chez les parents. Ils décident soudain qu'il manque plein de choses à la maison et qu'il faut tout acheter en une seule fois. Des vis, un chargeur, des habits, des ampoules. On trouve de tout dans les grands magasins. Peut-être, mais on trouve aussi et surtout des gens qui vous poussent, vous insultent et vous écrasent le doigt de pied. Tommy hurle. Il vient de se prendre un coup de traglarido dans les côtes. Tu vas pas te mettre à pleurer, lui dit Camille. Dépêche-toi, sinon on va perdre les parents. Monsieur et Madame Simonson se sont arrêtés devant la caisse numéro 13. Les enfants, vous allez nous attendre ici, compris? Camille, surveille ton frère. On va acheter un poulet rôti et on revient tout de suite. Camille serre plus fort la main de Tommy et regarde ses parents disparaître entre les étalages. Tu me fais mal, je vais aller avec maman. Crie Tommy en se tortillant. En 2 secondes, il réussit à se dégager et à filer. Il se retourne en faisant une grimace à sa sœur, et brusquement, il s'étale dans les jambes d'une dame. Pour ne pas tomber, la dame s'accroche à un étalage. Et c'est la catastrophe. Une pyramide de pots de confiture s'effondre. Les paquets de sucre dégringolent et crèvent en faisant un gros nuage blanc. Quel sale gosse! Si c'était le mien, je ficherais une de ces claques! On n'a pas idée de le laisser courir comme ça! Tommy est terrorisé par la dame. Il reste immobile, les yeux écarquillés, couvert de sucre et de confiture. Camille attrape sa petite main toute poisseuse. Tiens, on va chercher les toilettes et je vais te laver. Et sans hésiter, elle entraîne son frère vers l'escalator. Les parents n'ont rien vu. Ils font la queue à la rôtisserie. Au bout d'un moment, Monsieur Simonson jette un coup d'œil à sa montre et s'exclame. Merde, 6h30. J'ai promis de repasser au bureau pour prendre un dossier. Tu prends les enfants et on se retrouve à la maison, ok? Il s'en va sans attendre sa réponse. Mais elle n'a pas bien entendu. Elle est en train de regarder les poulets et elle murmure. Ok, tu prends les enfants avec toi et on se retrouve à la maison. Quelques instants après, elle ramasse sa carte bleue et son poulet, et elle s'en va à son tour. Elle sort tranquillement du magasin, sans se faire de soucis pour ses enfants, puisqu'elle est sûre qu'ils sont partis avec son mari. Pendant ce temps, Camille et Tommy grimpent les escalators. Ils vont vite, car plus personne ne monte. Les gens descendent et se dirigent en hâte vers la sortie. Je me demande où sont les toilettes, dit Camille. Il faut vraiment qu'on trouve de l'eau. T'as l'air d'une vieille sucette collante. Tommy se lèche les babines, puis sa veste, toute dégoulinante de confiture. Puis il tend sa manche à sa sœur. T'en veux un peu? Arrête, c'est dégoûtant. Allez, viens vite. Les parents vont nous chercher partout. Ils finissent par trouver des toilettes au 4e étage, au rayon des meubles. Camille mouille un mouchoir et nettoie son petit frère. Au loin, une musique retentit, suivie d'une voix. Mais ils sont trop loin et n'entendent pas ce qu'elle dit. De toute façon, Camille est trop concentrée pour laver Tommy qu'elle n'y prête pas attention. Après de longues minutes, elle a enfin terminé. Voilà, c'est déjà mieux. T'es plus collant en tout cas. Oui, mais j'ai froid. Et j'ai envie de faire pipi en plus. Camille enlève son manteau et, patiemment, elle enveloppe son frère dedans. Puis elle l'emmène faire pipi. Elle est inquiète. Ça fait un moment qu'elles ont quitté le rez-de-chaussée. Les parents vont sûrement la gronder pour être partis sans prévenir. Le rayon des meubles est silencieux. Il n'y a plus de musique. Camille et Tommy courent vers l'escalator. 3e, puis 2e étage. Il n'y a plus personne dans les allées. Camille commence à s'affoler. Vite, voilà le rez-de-chaussée. Vite, le rayon de l'alimentation. Vite, la rôtisserie. Vite, les parents. Mais il n'y a plus de parents. Il n'y a plus personne. Tout est fermé. Tout est désert. Tommy, ils sont partis sans nous attendre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai faim. Camille sent son ventre gargouiller. Elle hésite un peu. C'est quand même embêtant de se servir dans les étalages. Si jamais quelqu'un les surprenait. Oh, et puis merde, y a personne.
On va manger et après on va se débrouiller pour rentrer tout seul à la maison. Il trouve rapidement de quoi faire un repas, s'installe dans un coin, puis il mange en silence. Camille se dit qu'elle aurait dû prendre son téléphone malgré les ordres de sa mère. Lorsqu'ils ont fini leur repas, ils se précipitent vers les portes automatiques, mais elles sont toutes fermées. Le magasin est bouclé pour la nuit. Eh merde, on va quand même pas rester ici toute la nuit. Elle entend un bâillement. C'est Tommy qui tombe de sommeil. Il s'assoit par terre et commence à s'endormir. Tout d'un coup, Camille se souvient du rayon des meubles. Et elle a une idée géniale. Viens Tommy, on va se reposer un peu. Elle pense. Je vais le coucher, et quand il dormira, je redescendrai toute seule pour chercher la sortie de secours. Il doit bien y en avoir une dans un si grand magasin. Les escalators ne fonctionnent plus. Camille monte les marches une par une, au même rythme que Tommy. Elle entend soudain des pas et des voix qui arrivent vers eux. Ce sont des femmes de ménage qui descendent en discutant. Camille a d'abord envie de leur demander du secours, et puis elle change d'avis. Cachons-nous. S'ils s'aperçoivent qu'on a volé de la nourriture, ça va faire toute une histoire. Les enfants se glissent derrière un gros pilier, et ils reprennent leur ascension dès que les femmes de ménage sont passées. Au rayon des meubles, Camille installe Tommy dans un grand lit très confortable. Elle le couvre avec une couette bleue décorée d'étoiles. « Je voudrais une comme ça à la maison, » dit Tommy en s'endormant. Camille s'allonge près de lui. Elle chantonne en lui caressant la main. 5 minutes après, il dort profondément. Et elle aussi. 1 heure passe. Camille se réveille en sursaut. Les lumières sont éteintes, et tout le magasin est désormais dans la pénombre. Tommy dort à point fermé. Camille se lève, et pour se donner du courage, elle se répète. « Allez, tu n'as plus qu'à trouver la sortie de secours. Ensuite, ce sera facile. On rentrera à la maison, et on saura enfin pourquoi les parents nous ont fait un coup pareil. » En arrivant au 2e étage, elle se sent menacée. C'est alors qu'un grognement sourd retentit. Affolée, Camille court se réfugier au fond du magasin. Il y a là de grands paniers d'osier sur roulettes. Elle saute dans le premier, se roule en boule et attend, en regardant à travers les fentes. C'est alors qu'elle voit apparaître une grande silhouette sombre. Putain, c'est quoi? C'est qui? C'est un voleur? L'homme se déplace lentement et silencieusement. Il passe devant Camille sans la voir et continue d'avancer en balayant l'étage de sa lampe torche. Quand l'homme est assez loin, Camille sort du panier. Elle aperçoit un téléphone fixé au mur. Et elle pense tout de suite. Au lieu de chercher la sortie, il vaut mieux que j'appelle au secours. Ça ira plus vite. Elle décroche l'appareil en tremblant. Mais avant même d'avoir composé un numéro, elle entend. « Allô, qu'est-ce qui se passe ?» Elle murmure tout bas. « Venez vite s'il vous plaît. » « J'entends rien. Enfin, pas de panique, on arrive. » Camille raccroche, un peu soulagée. Quelqu'un vient de lui parler, et ce quelqu'un va venir les délivrer. Mais en attendant, il ne faut surtout pas que le voleur découvre Tommy sous sa couette. Elle retourne vers l'escalator sur la pointe des pieds. Soudain, au détour d'une allée, elle voit l'homme, immobile. Camille recule dans l'ombre, mais il est trop tard. L'homme s'est retourné, et d'une voix inhumaine, il crie. « Qui est là ?» Camille repart à toute allure en sens inverse. L'homme la poursuit. Elle fait le tour de l'étage et revient à l'escalator. En grimpant les marches 4 à 4, elle arrive, tout essoufflée, à l'étage supérieur. Elle se jette au milieu d'un groupe de mannequins et reste immobile, retenant sa respiration. Par chance, l'homme passe devant les mannequins sans rien remarquer. Il inspecte les cabines d'essayage, un peu plus loin, puis s'éloigne dans le rayon des vêtements pour enfants. Camille se met à 4 pattes pour sortir de sa cachette. Elle atteint l'escalator et, avec 1000 précautions, elle monte lentement vers le rayon des meubles. Elle entend sous l'escalier les pas de l'homme qui continue à la chercher. Elle pense avec angoisse. Quand il verra que je suis plus au 3e étage, il viendra au 4e. S'il nous trouve avec Tommy, ce sera horrible. En passant par le rayon sport, Camille a une idée et attrape une batte de baseball. Ça devrait faire l'affaire au cas où.
Tout à coup, un long hurlement retentit dans le magasin. Tommy vient de se réveiller et il crie, affolé de se retrouver tout seul dans un lit inconnu. Camille court à lui. « N'aie pas peur, je suis là, on va bientôt rentrer à la maison. » Elle le prend dans ses bras et le réconforte, sans lâcher la batte de baseball. Maintenant c'est sûr, l'homme a dû les repérer. Il va arriver, mais qu'est-ce qu'il va faire? Camille n'a pas le temps de réfléchir à cette question, car elle entend déjà les pas de l'homme qui approche. « Tommy, il y a un type horrible dans le magasin. Je sais pas qui c'est. Cache-toi, il arrive. Moi, je vais me débrouiller. » Elle pousse Tommy sous le lit de toutes ses forces, et elle crie. « Partez! Je suis armé !» en brandissant la batte de baseball devant elle. Mais une énorme mâchoire s'abat dessus et brise la batte de baseball comme il s'agissait d'un simple biscuit. Camille est pétrifiée. D'une seule main, il la soulève et la plaque violemment contre le mur. Le sang gicle et son corps rebondit mollement. Tommy y voit tout de sa cachette, étouffe un cri. La créature ouvre en grand sa mâchoire. Ses dents font la taille d'un couteau de cuisine et se plantent violemment dans le crâne de Camille. Sa tête est désormais entièrement dans la bouche de la créature. Celle-ci tire violemment sur le corps de Camille et lui arrache la tête en un coup. Du sang jaillit dans tous les sens. À cette vision, Tommy ne peut pas s'empêcher de crier, de hurler. La créature laisse tomber le corps sans vie de sa sœur, qui se fracasse alors contre le sol. Tommy est tétanisé. La créature s'est tournée vers lui et le regarde de ses petits yeux rouges vifs. On dirait un crocodile, avec un corps d'ours, prêt à bondir comme un lion sur sa proie. De sa bouche pendent des bouts de chair et de cervelle, ainsi qu'un filet de bave et de sang. Elle s'approche lentement, puis se baisse pour attraper Tommy. Alors que la créature le porte à sa bouche, Tommy le mord et lui donne un coup de pied. Alors elle le lâche et il tombe par terre. Même s'il a mal, il se relève et court le plus vite possible vers l'escalator. Mais il court trop vite et loupe une marche. Il tombe, se tord la cheville, puis dégringole tout en bas. Dans sa chute, il se fracasse les côtes, se déboîte une épaule, se casse le coccyx et un genou, et se fait retourner un poignet. Lorsqu'il arrive au rez-de-chaussée, il est méconnaissable et ensanglanté. En plus de ses blessures, il a une large entaille au visage et de nombreuses bosses. Il a plusieurs os cassés et il ne peut plus bouger. Heureusement, il entend une sirène qui s'approche et voit une lumière bleue par les vitres du magasin. Ce sont les pompiers qui ont été prévenus par Camille lorsqu'elle a téléphoné. Tommy ferme les yeux et sourit. Ils vont le sauver. Il va revoir ses parents. Il n'est pas mort. Mais lorsque les pompiers sont devant lui et l'éclairent, Tommy les entend. « Il va falloir monter. Y a rien ici. » Lorsqu'il était enfant, Abel était un jeune garçon qui aimait partir à l'aventure lorsqu'il était en vacances. Il arrivait souvent qu'il partait camper pour plusieurs jours. Ses parents et ses grands-parents ne s'inquiétaient pas, car Abel était débrouillard. Et malgré sa soif d'aventure, il était bien prudent. De plus, il ne partait pas toujours tout seul. Il campait souvent avec Rémi, un voisin de ses grands-parents. Rémi avait 2 ans de plus que Abel, mais était plus peureux, et donc aussi plus prudent. Les grands-parents de Abel habitaient en montagne, entre un lac et une immense forêt. C'est là-bas qu'Abel avait l'habitude de camper, et aimait explorer de nouveaux endroits. Parfois il trouvait des grottes, parfois des grandes prairies, et parfois il trouvait même des cabanes abandonnées. C'est dans une de ces cabanes qu'il vécut cette histoire. Abel et Rémi avaient prévu de partir pendant 3 jours pour explorer un coin de la forêt où ils n'étaient pas encore allés. Ils marchèrent jusqu'à trouver une vieille cabane qui, malgré les apparences, était encore bien solide et bien aménagée. Elle était surtout poussiéreuse, et il y avait quelques toiles d'araignée. Les meubles semblaient toujours avoir été là, et étaient usés par le temps,
à l'exception d'un immense placard en bois, qui était sûrement aussi vieux que les autres meubles, mais ne montrait aucune trace d'usure. Ce placard était fermé à clé, et même en fouillant tous les recoins de la cabane, Abel et Rémi ne trouvèrent pas la clé. Ils avaient décidé de passer la nuit dans cette cabane. Alors ils l'ont dépoussiérée et installèrent leurs affaires. Ils firent un feu de camp à l'extérieur, pour cuire leur repas, mais aussi pour éloigner les bêtes sauvages. Elles étaient nombreuses dans cette forêt, et il était possible de tomber sur un ours. Abel et Rémi en étaient conscients, et avaient tout ce qu'il fallait au cas où. Rémi avait même un fusil à air comprimé, et n'hésiterait pas à s'en servir s'il le fallait. Abel aimait raconter des histoires d'horreur avant de dormir, et Rémi se prêtait au jeu, même s'il était assez trouillard. Quand Abel s'endormit, Rémi était encore réveillé et frissonnait d'effroi. Les bruits de la forêt résonnaient à l'intérieur de la cabane, et le vent hurlait. Le feu s'était probablement éteint, et Rémi se dit qu'il devait probablement le rallumer. Mais il avait peur, et se dit qu'il était plus sage de rester à l'intérieur. Après tout, il était plus en sécurité dans la cabane plutôt qu'à l'extérieur. Rémi se demanda pourquoi il suivait toujours Abel dans ses aventures. Après tout, lui n'aimait pas les sensations fortes. Mais il aimait rendre service et appréciait vraiment Abel. C'est sur ces pensées qu'il s'endormit. Vers 3 heures du matin, Rémi se réveilla d'un horrible cauchemar. Il n'eut pas le temps de se remettre de ses émotions, car il entendit un grognement sourd. Lorsqu'il tendit l'oreille, le silence régnait de nouveau. Alors il pensa qu'il ne s'agissait que d'une hallucination, due à son cauchemar. Mais le grognement recommença. Il se jeta alors sur leurs affaires et chercha le fusil à air comprimé. Abel fut réveillé par le vacarme que Rémi faisait. Il lui demanda ce qu'il faisait. Et Rémi lui répondit qu'il pensait qu'il y avait un ours dehors. Seul le silence lui répondit. Dehors, le vent faisait siffler les arbres. Abel le calma et le traita de trouillard. Ce n'était sûrement que son imagination qui lui jouait des tours. Mais brusquement, le grognement retentit de nouveau, plus fort que les fois précédentes. Les deux garçons eurent alors les poils qui se dressèrent et étaient tous les deux effrayés. Abel se ressaisit rapidement et prit la décision de barricader la porte d'entrée et les fenêtres. Rémi le suivit pour faire de même. En quelques minutes, ils avaient condamné toutes les ouvertures possibles. Même s'il y avait un ours dehors, ils ne pouvaient pas rentrer. Mais les grognements persistaient, et ils étaient maintenant accompagnés de bruits de griffes contre le bois. En tendant l'oreille, les bruits ne semblaient pas venir de l'extérieur. Non, ils étaient plus proches, comme s'ils venaient de l'intérieur de la cabane. Rémi était tétanisé. Abel, quant à lui, cherchait d'où les bruits venaient. Lorsqu'il s'approcha du placard, les bruits de griffes redoublèrent. Pas de doute, c'était à l'intérieur de ce meuble. Et ce n'était pas un ours. Ce n'était ni un animal, ni un humain. C'était autre chose. Une chose qui faisait maintenant trembler le placard, qui pourtant était massif et très lourd. Heureusement qu'il n'avait pas trouvé la clé. Rémi voulut tirer dessus avec le fusil à air comprimé, mais Abel lui expliqua qu'en faisant ça, il ouvrirait la porte à la chose dans le placard. Pour l'instant, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait qu'espérer que le placard soit assez solide pour ne pas céder à la créature enfermée dedans. Ils libérèrent les issues pour pouvoir fuir rapidement au cas où. Et Rémi garda le fusil à air comprimé à portée de main. S'il arrivait quelque chose, il serait prêt. Mais il ne se passa rien de plus. Au bout d'1 heure, les choses s'étaient arrêtées, et le silence avait repris. Abel et Rémi se rendormirent, fatigués par autant d'émotions. Le lendemain matin, ils se réveillèrent et plièrent leurs bagages. Puis ils sont rentrés chez eux.
Lorsqu'ils racontèrent ce qu'il s'était passé, personne ne les crut. Le goût de l'aventure qu'avait Abel avait désormais disparu. Plus jamais il n'alla camper. Avec le temps, il oublia cette histoire. Mais aujourd'hui, tout lui revint en tête. Car il venait d'acheter un placard d'occasion. Et cette nuit, il avait entendu des grattements venus de l'intérieur. Il était une fois un jeune garçon qui n'avait jamais eu les pieds sur terre. À l'inverse, il avait souvent la tête dans les nuages, voire dans la lune. Il était toujours plongé dans des livres, des récits pleins de magie et d'étranges créatures. Il était passionné par le surnaturel et la science-fiction. Plus que tout, il aimait frissonner en lisant des histoires effrayantes. Et il croyait aux fantômes et aux monstres. Cela peut paraître anodin, mais cela lui attirait de nombreuses moqueries, car il était perçu comme différent, anormal. Par la force des choses, il s'isola. Mais cela lui était bien égal. Au contraire, il aimait se sentir étrange et unique. Et il aimait effrayer ses camarades de classe. Mais le temps passa, et contrairement à de nombreux autres enfants, il n'arrêta pas de croire au surnaturel et à la magie. Cela affectait beaucoup son rapport avec les gens qui l'entouraient. Au début, cela ne posait pas de problème, mais en grandissant, les difficultés devenaient elles aussi plus grandes. Arrivé à l'âge adulte, son entourage était limité à sa famille, qui commençait à s'inquiéter de sa situation. Pourquoi avait-il tant de mal avec les autres? Pourquoi semblait-il toujours ailleurs? Peut-être souffrait-il d'un mal psychologique. Peut-être était-il simplement différent. Peut-être était-ce un autiste. Mais en réalité, il avait seulement compris que la magie existait bel et bien. Simplement, le monde autour de lui nommait la magie autrement. Il l'appelait magie, les autres la nommaient imagination. Cette magie, ou imagination, permet d'accéder à de nombreux mondes, de nombreuses réalités, situées dans une 4e dimension. Là-bas, il y a plusieurs enfers et plusieurs paradis. Il y a tous ces mondes décrits dans toutes les légendes, toutes les histoires, toutes les fictions. Il y a toutes ces réalités parallèles où l'on a fait d'autres choix, où l'on mène une autre vie, ou même où l'on n'existe pas. Et pour accéder à ces réalités, il n'y a pas besoin de rituels compliqués, liant science et magie. Il suffit simplement d'avoir un minimum d'imagination et de savoir considérer ses rêves comme une réalité. Et c'est ainsi que le garçon s'épanouissait. Il pouvait voyager là où il désirait, et il rencontrait de nombreuses personnes, avec qui il devenait parfois ami, et parfois plus. Mais il n'y avait pas que du bon là-bas. Si l'on peut y accéder par les rêves, on peut y accéder encore plus facilement par les cauchemars. Le garçon faisait souvent face à sa propre mort, et parfois, il vivait des événements terribles et traumatisants. Mais il ne pouvait en parler à personne de sa réalité d'origine, car il serait considéré comme fou, schizophrène. Après tout, on pouvait considérer ses amis de la 4e dimension comme des amis imaginaires. Et les voyages qu'il entreprenait là-bas pouvaient être qualifiés de délire et d'hallucination. Mais les événements qu'il vivait là-bas étaient bel et bien réels. Et il était impossible de douter de ses sentiments vis-à-vis des personnes qu'il avait rencontrées dans la 4e dimension. Il avait enfin le sentiment d'avoir trouvé sa place, et se sentait en complète harmonie avec la magie de l'imagination. Mais cela le poussait à se détacher progressivement de sa réalité d'origine, qui n'était à ses yeux qu'une réalité parmi tant d'autres, car c'était effectivement le cas. Mais même s'il souhaitait de plus en plus abandonner cette réalité, quelque chose le retenait, quelque chose d'immatériel, d'irrationnel. Quelque chose l'appelait au loin, une sorte d'entité multidimensionnelle. Cette chose, c'était la peur. Mais au lieu de le repousser, cela l'attirait, cela l'intriguait. Car si les monstres, les fantômes et les autres créatures existaient dans d'autres réalités, pourquoi n'existerait-il pas
dans cette réalité-là? Et pourquoi n'existerait-il pas dans votre réalité? Malgré les dernières pensées que le garçon avait, son opinion avait changé. La peur, ou l'espoir que la réalité dans laquelle il vivait n'était pas si inintéressante que ça, et cachait des mystères, était remplacée par de nouvelles pensées. La peur et l'espoir se révélaient simplement des facettes de l'imagination, qui était probablement la magie la plus puissante de sa réalité. Il s'agissait peut-être même de la seule forme de magie présente ici. Et même si, à première vue, l'imagination semble infinie, ses limites finissent par apparaître. Ce n'est pas une magie stable, et il suffit d'un moment d'inattention, ou d'une simple baisse de concentration pour qu'elle disparaisse. Et alors, c'est un retour à la réalité d'origine. C'est un retour immédiat, une sorte de désillusion brusque. Un retour dans une réalité fade, où le garçon ne se sentait clairement pas à sa place. Jusqu'alors, il avait toujours vécu dans cette réalité. Mais quand il y réfléchissait, il n'avait jamais accordé d'attention à celle-ci. Il préférait les mythes et les légendes, et les histoires fantastiques, traitant du surnaturel. C'est comme s'il savait au plus profond de lui que toutes ces histoires étaient réelles, et que ça avait toujours été le cas. Quand il comprit qu'il s'agissait d'autres réalités, ses sentiments étaient mitigés. Il était à la fois excité et fier d'avoir compris cela tout seul. Mais d'un autre côté, un sentiment de profonde tristesse l'envahit. Toutes ces réalités, plus incroyables les unes que les autres, et lui vivait dans une réalité où la seule réelle magie ne se limitait qu'à l'imagination, le simple accès aux autres réalités. Il n'y avait pas, ou il n'y avait plus, de créatures extraordinaires, et toutes les choses qui paraissaient étranges étaient toutes expliquées par la science, qui dénigre l'imagination, pourtant si utile aux recherches. Et puis, il y avait plein de choses de cette réalité qui lui paraissaient superflues, inutiles et même absurdes. Ce simple point le rendait anormal du point de vue de la société, autiste, au potentiel ou même malade mental, dans le sens où il présentait une différence un peu trop importante qui pouvait le gêner dans ce qu'ils appelaient le monde réel. Mais eux-mêmes ne savaient pas définir le mot réalité. La simple pensée qu'il existe d'autres mondes était suffisante pour être qualifié de fou. Alors le garçon ne disait rien, et cachait même le fait d'être en dépression. Après tout, quoi de pire que de se sentir coincé dans une réalité dont vous vous sentez parfaitement étranger? Son entourage sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvait pas deviner tout ça. Il n'osait en parler à personne de sa réalité. Il avait pour habitude de se confier à ses amis de la 4e dimension. En même temps, eux pouvaient le comprendre. Ils avaient tous eu une expérience leur prouvant qu'il existait d'autres réalités extérieures à la leur. Certains vivaient même dans d'autres réalités que celles d'origine. Mais dans sa réalité à lui, ce n'était au mieux qu'une théorie de physique quantique, ou bien un simple élément de science-fiction, bien pratique pour expliquer des incohérences scénaristiques. Heureusement, certains écrivains parlaient réellement de réalités parallèles et divergentes. Mais ces récits n'étaient perçus que comme des fictions. Cela donna une idée au garçon, qui n'en pouvait plus de cacher tout cela. Il devrait bien finir par tout révéler, à un moment ou un autre. Mais il ne voulait pas qu'on pense qu'il ait perdu la raison. Alors il écrivit son histoire, comme s'il s'agissait d'une fiction. Et il attendrait la fin pour révéler qu'il s'agit de son histoire personnelle, que tout était vrai, que tout est vrai, bel et bien réel. Salutations. Cela fait longtemps que je ne vous avais pas parlé. La dernière fois, c'était pour vous raconter une histoire très personnelle. Je ne pensais pas revenir après, mais aujourd'hui est une occasion spéciale, pour laquelle je me devais de faire une apparition. Cependant, je ne pense pas que raconter une petite histoire, comme j'en avais l'habitude, soit de bonnes circonstances.
Ma précédente histoire était assez particulière. Et comme je ne compte pas revenir de sitôt, pour aujourd'hui je me devais de vous raconter une histoire spéciale. Si vous me connaissez, vous savez que mes histoires sont souvent liées à des objets que je vous présente. Mais il y en a un que vous voyez depuis le début, mais dont je ne vous ai pas encore révélé ses secrets. Cet objet, c'est mon masque. Ce masque me permet de voir et d'accéder à de nombreux mondes, de nombreuses temporalités, de nombreuses réalités, dont la vôtre. C'est grâce à ce masque que j'ai pu voir les différents événements que je vous ai racontés par le passé, et bien d'autres que je garde précieusement sous silence. Grâce à ce masque, j'ai vu des choses aussi bien magnifiques que d'autres horribles et ignobles. Ces visions m'ont fait perdre pied, et c'est ainsi que ma vie a changé. J'ai découvert l'existence bien réelle du quatrième mur, qui ne sépare pas simplement la réalité de la fiction, mais est une frontière entre toutes les réalités existantes, qui sont toutes autant réelles les unes que les autres. Parfois, cette frontière est fine, et peut dans certains cas être franchie, mais ce n'est pas le cas pour vous, et ce n'est pas non plus le cas pour moi, même si je l'ai longtemps espéré. L'espoir, les rêves, la peur, les cauchemars, l'inspiration, ce sont des facettes de l'imagination qui permet de voir à travers le quatrième mur et de percevoir les différentes réalités. Tout ce qui est imaginable existe quelque part dans au moins une réalité. Mais à force de regarder ces différentes réalités et en être attiré, j'ai perdu de vue celle dans laquelle je vis, tout en étant conscient que j'étais condamné à y rester. Plus terrifiant encore, j'ai découvert qu'il y avait autre chose, ou plutôt qu'il n'y avait rien. Au-delà du quatrième mur, le néant s'étend à l'infini. Les réalités ne sont que des bulles, flottant dans ce vide, et une partie de moi y est tombée et a disparu. Je contemple cet infini, mais je ne veux pas m'y risquer. Je reste à visualiser, observer, et parfois communiquer avec ces autres réalités. Je m'y suis attaché, et il est trop tard pour faire marche arrière, ou pour détourner le regard. C'est désormais une partie de moi, que je garderai pour toujours. Ces réalités sont parfois fascinantes, parfois terrifiantes. Et le vide qui nous entoure et nous sépare est véritablement oppressant. Comment vivre normalement avec ces pensées, qui malgré le temps qui passe ne s'effacent pas et restent constantes? J'ai perdu pied avec ma réalité. Mais au lieu d'en tomber et d'en échapper, je suis condamné à y rester. Je ne traverserai jamais vraiment le quatrième mur, mais je continuerai toujours à regarder au travers, si bien que je ne vois plus que ça, et je n'arrive plus ne serait-ce qu'à observer la réalité dans laquelle je me trouve. Je ne connais pas le dénouement de cette histoire, et a priori, elle est loin d'être finie. Je reviendrai peut-être un jour pour vous raconter la suite, s'il y en a une. De mon côté, je retourne dans mon obscurité, là où je perçois le mieux ce qu'il y a au-delà du quatrième mur.